Bonjour à tous, merci d'être là pour ces vendredis de l'édition. Je me présente rapidement, Antonin Morgenthaler, j'ai été libraire quasiment 10 ans entre Ombre Blanche à Toulouse et la librairie L'Échappée Belle à Sète. Et depuis 2 ans, j'ai monté un lieu culturel qui s'appelle Le Cyclo, qui travaille beaucoup autour de l'objet imprimé, mais aussi autour des questions liées à l'édition, à l'art, à la place de l'objet imprimé dans le secteur culturel. On est très content aujourd'hui de recevoir la maison d'édition Rothbau Creek avec deux de ses fondateurs, Jean-Baptiste Nodi et Sarah Friou-Salgas. Maison qui a été créée entre Sète et Paris en 2021. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui tient beaucoup à la question dans le livre aussi de l'objet et je trouve que particulièrement pour votre maison, Jean-Baptiste et Sarah, je me disais de partir de l'objet et du nom de la maison, c'était une bonne chose parce qu'il y a eu un soin particulier pour le coup, je sais, apporter à ces questions-là. Et puis il y a une question aussi énigmatique. Pour ceux qui n'ont jamais vu les livres de la maison Rothbau Creek, ça ressemble à ça. Ils ont tous le même format et vous avez aussi cette identité forte qui est présente. Vous pouvez, une fois que vous en avez vu un, vous identifier forcément les autres. Et je voulais déjà commencer parce que je pense que c'est une bonne porte d'entrée sur aussi votre politique éditoriale par le nom Rod Creek qui peut interloquer et que pas grand monde, à mon avis, identifie. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom et comment aussi ce choix de nom porte aussi tout un projet éditorial. Déjà bonjour et Bonjour tout le merci, monde, ouais. merci pour cette invitation. Merci Antonin. Oui, alors bon, on va commencer par dire que donc on a fondé cette maison d'édition à quatre. Donc Mathieu Clayet-Béa-Boninck, Dominique Malaquet, Sarah et moi. Et donc en 2021, quand on a discuté du projet qu'on voulait faire, la question de savoir comment on allait nommer notre maison d'édition s'est posée. Et notre choix s'est porté sur ce nom, Rodbo Creek. Alors, c'est un nom créole, de créole guyanais, de créole de la Guyane, parce que ça nous semblait être un écho intéressant à ce qu'on voulait faire. Ce qui nous a réunis tous les quatre autour de ce projet éditorial, c'est la volonté de travailler autour de la question coloniale, un peu sous tous ses angles, c'est-à-dire aussi bien sous l'angle de la littérature que sous l'angle de l'essai, de l'histoire, de la De théorie, l'archive. des archives, etc. Et notre camarade Mathieu Abonin, qui a beaucoup travaillé, qui est guyanais, et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'anticolonialisme en Guyane, a évoqué l'existence dans les années 70 d'une revue indépendantiste et anticolonialiste guyanaise qui se nommait Rodbo Creek Révolution. Rodbo Creek, c'est le nom d'un quartier de Cayenne, qui est le quartier qui s'est constitué à l'extérieur de la ville coloniale, de la première ville créée par les colons français, et quartier dans lequel toute une population interlope, très mélangée, est venue s'agglomérer à partir de la fin du 19e siècle et du développement de la ville. Et donc, il y a une sorte de canal qui a été creusé pour séparer ce quartier de la ville coloniale d'origine. Et ce qui a donné le nom de ce quartier, puisque Rodbo Creek, ça veut dire donc de l'autre bout de la crique, de l'autre côté du canal. Donc c'est cette idée d'une limite, d'une frontière symbolique ou matérielle entre le monde colonial et l'autre monde, disons. Voilà. Le fait de porter un nom créole, c'était important pour nous dans le paysage éditorial français, puisqu'on a une maison d'édition de France métropolitaine, on n'est pas une maison d'édition guyanaise, mais c'était une manière aussi de rappeler justement l'altérité, d'utiliser un nom dans une autre langue pour nommer un projet éditorial en langue française, donc une sorte de référence comme ça aussi au monde de la colonie. Et cette revue, Rodbo Creek Révolution, elle nous a pas mal inspiré parce que c'est une revue qui, bon, à la fois c'était une revue sur le modèle du samizdat, donc c'est une revue qui était faite, voilà, à la Ronéo, dans les cuisines des militants
de cette époque, mais dans laquelle on pouvait retrouver aussi bien de la poésie que des articles d'actualité, que des textes plutôt théoriques, traduits, que voilà, des comptes rendus de situations de lutte un peu partout dans le monde. Et c'était une revue qui essayait de penser la question de l'anticolonialisme et de la lutte anticoloniale, à la fois à l'échelle de son quartier, donc le quartier de Rodbeau Creek, et en même temps en se liant par les textes et par les références à un contexte mondial, puisque par exemple dans cette revue, donc c'est l'époque de la revue Tricontinentale, la revue Tricontinentale qui est une revue qui a été fondée à la fin des années 60 à La Havane dans le cadre de l'organisation de la Tricontinentale et qui avait pour but de faire circuler comme ça à la fois des situations de militantisme, de la théorie révolutionnaire et en même temps des textes autour de cette question de la libération anticoloniale à travers le monde colonisé ou en voie de décolonisation. Et donc, cette revue guyanaise essayait d'articuler sa propre conscience politique à à une problématique mondiale. Et c'est quelque chose qui nous a pas mal inspiré, à la fois cette idée de publier sur le même plan la littérature et les essais, ce qui était le cas dans cette revue, et en même temps d'essayer de lier des problématiques très locales, donc pour nous des problématiques françaises, qui concernent le monde de l'édition français du point de vue professionnel ou des problématiques politiques et littéraires qui sont celles spécifiques au contexte français, mais de les rattacher, de les mettre en lien avec différents espaces, aussi bien l'Afrique que l'Amérique latine ou l'Amérique centrale ou la Caraïbe, que Merci. l'Asie, que l'Océanie, c'est-à-dire de montrer que la grande circulation que représente cette réflexion sur la question coloniale. Et justement, on voit dans votre approche éditoriale, il y a cette question, tu as parlé pas mal de la question de la revue et de la revue Rodbeau Creek, cette influence aussi un peu même dans l'objet et dans la façon dont vous éditez de ces questions des revues critiques, des revues littéraires, des revues politiques sur des diversités de textes. C'est une maison où vous faites effectivement, comme tu l'as dit, autant de la littérature que de l'essai, que du texte vraiment théorique ou de l'essai qui est entre la littérature et l'essai. Et aussi avec ce choix que vous avez fait de faire des textes sur des formats petits, accessibles, comme je répète, hein, c'est toujours ce petit format, mais qui était aussi cet enjeu de faire un objet qui peut circuler et qui était aussi celui de la revue, qui peut circuler et qui peut être diffusé, passé, avec aussi une question de prix et d'accès à ces textes-là dans la diffusion. Et justement sur cette question de l'objet, parce que on va passer à autre chose aussi après, mais cette question quand même qui a été importante pour vous, le choix aussi de quelqu'un comme William Morris, fondateur de Art and Craft, pour faire l'unité visuelle de la découverture. Oui, pour nous, c'était, pour revenir sur l'idée de la circulation de nos livres, c'était aussi, il y avait plusieurs enjeux. C'était déjà concernant les questions coloniales ou postcoloniales, il y a un certain nombre de super maisons d'édition qui ont pris en charge ces problématiques. Donc nous, l'idée, c'était d'imaginer aussi une autre proposition et de s'inscrire dans un champ déjà éditorial existant. Et c'est vrai que un de nos enjeux aussi, c'était un enjeu un peu politique au départ, c'était de pouvoir faire circuler des textes, disons, oui, accessible à des lectrices et des lecteurs qui s'interrogent sur des débats de société qui commencent à devenir très prégnants, très durs des fois, et d'avoir des outils, en fait, des outils pour y réfléchir et des outils un peu variés qui seraient à la fois ben, justement des essais assez accessible, dans le sens des essais à la fois très exigeants théoriquement, politiquement, mais qui aussi des essais qui permettent au lecteur d'aller jusqu'au bout du texte et de pouvoir s'emparer du propos de l'autrice ou de l'auteur facilement, de pouvoir se le réapproprier pour réfléchir autant à notre époque. Et l'idée de la littérature, de tout le temps coupler ça avec un texte littéraire ou un récit, c'était aussi voilà, une autre manière de proposer
voilà, notre propos, les enjeux, nos enjeux éditoriaux d'une manière plus, voilà, un peu différente que l'essai, et sachant que voilà, un texte littéraire peut avoir une puissance politique et historique très forte. Et on aime tous dans notre équipe la littérature, et on pense que c'est un enjeu fondamental de faire circuler aussi des idées à travers la littérature. Et donc ça a été notre premier... cette idée d'accessibilité à tous, c'était aussi ça, ces deux typologies de textes, des textes ouverts. Et après, en effet, l'idée du format, du prix était aussi très, très important pour nous parce que voilà, faire des objets, des textes qui doivent être qu'on souhaite être des outils de réflexion comme ça accessibles à tous. Il faut aussi que ce soit accessible financièrement et puis aussi qu'on puisse le mettre dans une poche, le faire circuler, le donner, s'acheter le sien et pas donner le sien, mais en racheter un autre, mais pas même pour des questions financières, juste de pouvoir faire circuler, avoir les moyens de partager un texte qu'on a aimé. Et puis oui, cette idée voilà, de circulation simple, facile, voilà, et c'est vrai, ouais, il est vraiment, vous pouvez, je ne sais pas si on voit dans la caméra, mais c'est vraiment un livre qu'on peut mettre dans une petite poche de Felcoat, je ne sais pas si on utilise encore ce mot, ou même d'une doudoune. Voilà, et c'est aussi, et les gens aiment bien aussi dans les retours qu'on a aussi ce format. Et en effet, on est aussi dans une librairie, on nous voit aussi assez facilement, ces petits. Voilà, et peut-être pour William Par Morris, rapport à William voilà. Morris, il y a un rapport aussi avec cette question-là, puisque William Morris, Voilà. c'est, donc c'est un artiste, un auteur, un typographe, un éditeur, un peintre, enfin, c'était vraiment un polymathe. Et William Morris, qui était par ailleurs un homme très, très, très investi politiquement, il a essayé de réfléchir à la question de l'art du point de vue de son accessibilité et de sa plus grande diffusion possible. C'est la raison pour laquelle il a beaucoup travaillé autour des arts appliqués. Il a notamment produit beaucoup de motifs imprimés, de papier peint, des choses comme ça. Et l'idée fondamentale de William Morris, c'était précisément que l'art ne devait pas se retrouver dans des musées comme des temples qu'on allait visiter comme ça, mais que l'art devait être pensé à l'échelle du quotidien et dans la vie des gens. Et que cette idée de l'art comme un luxe lui était insupportable. Pour lui, l'art devait être véritablement dans les cuisines. Et donc, c'est une manière de faire un lien aussi avec ça. C'est-à-dire que notre idée, c'est de s'emparer d'un format qui est le format du livre de poche, on va dire. Nos livres, ils font 11 par 16. C'est un format de livre de poche. Mais souvent, le livre de poche est associé à l'idée d'un livre, disons, d'une facture moindre. Voilà. En général, c'est des papiers qui sont de moins bonne qualité, des reliures qui sont pas terribles, etc. Parce qu'on essaie de privilégier le faible coût de production et pour massifier la diffusion. Et nous, on a essayé de penser donc un livre qui, à la fois, en termes de format, est un livre de poche, mais qui est un livre qui a des qualités de fabrication propres au grand format. Donc nos livres, ils sont cousus, nos livres, ils sont imprimés sur un papier épais, Bouffant. bouffant, avec une qualité voilà, on les tire en offset, ils ont une belle qualité d'impression, ils sont bien faits, et on essaye en même temps Que de ce soit combiner ça avec une politique de prix le plus bas possible, vraiment. Donc nous, on essaye évidemment de faire des livres qui nous permettent en les vendant, d'en fabriquer d'autres. Mais on n'est pas là à essayer de gagner de l'argent avec ça. On est là précisément en train d'essayer de baisser le prix au maximum pour que en fait, le prix ne soit pas un obstacle à la découverte d'un texte ou à la circulation d'un autre. Et voilà, donc on a une échelle de prix qui va de 11 euros à 21 euros. Le livre le plus cher qu'on ait fait, il coûte 21 euros. C'est un livre qui fait près de 600 pages. Donc voilà, ça reste quand même bas comme coût par rapport à l'objet en question. Et vraiment, encore une fois, puisqu'on réfléchit aussi beaucoup sur cette question de la circulation, de la théorie, la circulation des textes, la question de la circulation du livre, elle est très importante. Mm. Donc, aussi du point de vue de l'édition indépendante, comment on fait pour fabriquer des livres qui, certes, n'ont pas les effets de production de masse des énormes maisons qui tirent à non plus savoir que faire des exemplaires, mais avoir des tirages qui sont à la fois raisonnables, mais qui vont
qui sont dans les bons endroits et qui peuvent circuler facilement entre les gens qui sont intéressés par ces thématiques. Ce qui est amusant avec William Morris, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur des motifs floraux, par exemple. Notamment parce que lui, il avait un intérêt à essayer de retourner à une esthétique pré-industrielle. Il détestait l'industrialisation capitaliste de l'Angleterre. Et donc, il s'est tourné vers des formes de production qu'il considérait comme populaires, c'est-à-dire celles qui avaient été produites par l'artisanat anglais, voilà, dans ses traditions et dans ses continuités. Et il y avait beaucoup de choses, beaucoup de travaux, aussi bien des travaux de textile que des travaux de bois, de marqueterie, etc., autour de la question de la représentation de la nature. Et donc, il a produit donc, tous ces motifs floraux pour lesquels il est célèbre depuis presque 200 ans maintenant. Et ce qui nous intéressait aussi, dans le fait d'utiliser ces motifs-là, c'est qu'on peut avoir l'impression, en le regardant rapidement, qu'il s'agit d'une forme de représentation d'un monde lointain, un monde Exotique. exotique ou tropical, donc une espèce de mise comme ça en question de qu'est-ce que c'est que la représentation de cet ailleurs depuis ici. Et ce qui est amusant, évidemment, c'est que William Morris ne représente que la campagne britannique. Donc, ce sont des fruits, des fleurs qui existent dans les jardins anglais. Donc, voilà, en fait, c'est l'Occident qui est représenté à travers quelque chose qui ressemble à autre chose. Voilà. Oui, ce qui fait un bel écho à votre ligne éditoriale aussi. Et il y a quelque chose aussi qui est marquant dans votre maison, c'est ce mélange entre texte du patrimoine et du matrimoine à la fois littéraire et théorique, et de la création contemporaine. Dès le début, je me rappelle dans votre première année de publication, un texte en littérature comme Archéologie des Troutes, c'était si hardi, moi qui m'avait marqué en termes littéraires aussi, et ou d'aller chercher de pas ne rester que sur refaire découvrir des choses qui ont existé, mais aussi s'inscrire dans une création contemporaine, qu'elle soit critique ou littéraire. En effet, là, il y a deux choses qui nous paraissent importantes. C'est à la fois de faire, en effet, enfin, l'idée d'une généalogie, donc du coup, de la généalogie de ce qui nous intéresse, nous paraît aussi fondamentale parce que c'est des choses souvent qui passent à la trappe et c'est un peu dommage. Donc, de faire recirculer des penseurs ou des textes d'une certaine époque sur les sujets qui nous sont chers et aussi de faire émerger d'autres voix contemporaines, soit par la traduction, aussi, parce que je dirais que quand on pense à la couleur de l'oubli, on peut considérer, même si c'est un livre de 95, que elle est encore vivante, enfin, que ce serait un texte contemporain, mais c'est de faire circuler une autrice antillaise anglophone dans le monde francophone. Donc là, ce serait presque du contemporain, ou avec Stacey Hardy, évidemment. Et pour les sciences sociales, c'est aussi voilà, de proposer à des chercheurs et des chercheuses de partager en fait leurs travaux universitaires très précis, concis, qui circulent dans le milieu académique. Autrement, en fait, avec voilà, de s'inscrire. Et ça, c'est des réseaux amicaux ou autres. On va aller chercher des gens qui ont des choses à dire sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et, euh, et on les invite à les dire à leur manière, justement, à se déplacer de leur champ éventuellement. Et ça aussi, c'est des commandes, comme on a fait une commande à Mamadou Diouf pour l'Afrique dans le temps du monde. Là, ici, derrière nous, il y a Ella Roberto qui est là pour notre prochain livre, qui est historienne de la littérature. Et on l'invite à se déplacer avec un morceau d'un travail qu'elle a pu faire de manière plus globale et plus universitaire. Et pour nous, et souvent, c'est des voix, disons, qui sont peut-être un petit peu invisibilisés pour un lectorat, un large lectorat. Et c'est aussi important pour nous, voilà, de faire circuler des idées de penseuses et penseurs qui sont importants dans le champ académique et qui circulent pas assez auprès d'un public plus large. Donc, c'est aussi aller chercher ces gens-là et puis aussi faire des traductions. Il y a la traduction qui est importante. Oui, alors moi, par rapport à cette question-là, bon, comme notre problématique, la thématique de notre édition, c'est la question coloniale, ce qui est important pour nous, il y a une double articulation. C'est-à-dire que d'un côté, dans le champ militant ou critique contemporain, parfois,
il y a un manque d'ancrage historique, c'est-à-dire que on oublie les continuités. On oublie que des questions qui nous semblent très contemporaines ou qui nous semblent être articulées depuis peu de temps le sont en fait, alors sous différentes évidemment instances et avec des lexiques qui changent, mais le sont depuis longtemps, depuis aussi longtemps que la colonisation, que la problématique coloniale existe en tout cas. Et d'autre part, on a voulu aussi s'inscrire en faux contre une idée reçue qui circule pas mal dans certains endroits aujourd'hui, à savoir que les problématiques coloniales ou les problématiques autour de la question raciale ou que ce genre de problématiques sont des problématiques d'importation, qu'elles n'ont rien à faire en France ou que Voilà, la France ne les pense pas comme ça ou qu'elles sont propres à d'autres mondes. En général, on pointe du doigt le monde anglo-saxon. états-unien ou anglo-saxon, voilà. Et là, il s'agissait aussi pour nous de dire que c'est évidemment pas du tout le cas, que ce sont des questions qui se posent depuis l'espace francophone depuis très Très longtemps, longtemps. dans différentes modalités, aussi bien sous l'angle de la littérature que sous l'angle de la politique ou de la théorie, et de remontrer aussi ces continuités-là. Donc, on a cette volonté à la fois de construire un corpus qui s'inscrit effectivement, comme le disait Sarah, dans une forme de généalogie des idées, des postures, des militantismes, et aussi d'interroger ces questions extrêmement contemporaines et actuelles depuis des points de vue extrêmement contemporains et actuels. Voilà. Qu'il s'agisse d'auteurs ou d'autrices qui sont contemporains et qui traitent de moments historiques ou de points historiques, ou des problématiques telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Donc, je vais vous donner un exemple. On a publié en avril dernier ce livre-là, voilà. Donc, Écrire le monde noir qui est la première anthologie de textes de Paulette Nardal. Donc Paulette Nardal, une journaliste et une autrice martiniquaise qui a vécu à Paris dans l'entre-deux-guerres et qui a été une protagoniste très très importante de la mise en lien de tout un tas d'auteurs, d'autrices et d'artistes et de militants noirs, aussi bien africains-américains qu'africains ou antillais, à Paris. Paulette Nardal, elle est souvent convoquée pour, disons, faire un contrepoint un peu à la négritude ou parler ou montrer comment cette généalogie là s'est construite en France. Mais ces textes n'étaient pas accessibles. Et on parle de textes qui ont 100 ans, qui n'ont jamais été publiés, jamais été réunis. Voilà. Et pour nous, c'était important de dire ces deux choses-là, c'est-à-dire à la fois ces textes existent, il faut les lire. Et on ne peut pas citer Paulette Nardal sans s'appuyer sur des textes précis. Et en même temps, à ceux qui pensent que c'est les questions diasporiques ou que les questions d'internationalisme noir ou d'antiracisme sont des importations, de dire que ce sont des questions qui, par exemple, dans le Paris de la fin des années 20, sont extrêmement présentes dans la presse, dans les milieux intellectuels, dans la littérature, dans les échanges entre les différents actrices et acteurs qui se croisent en France à cette époque-là. Voilà. Et là, encore une fois, par exemple, Paulette Nardal est une figure qui émerge depuis quelques années en contrepoint enfin, dans l'histoire de la négritude pour expliquer que Paulette Nardal a été invisibilisée, etc. Donc ça, c'était déjà une étape formidable. Et pour nous, voilà, ce qui nous intéressait, c'est d'aller un peu plus loin en faisant circuler concrètement ces textes et pas juste que ce soit le mythe Paulette Nardal, parce que c'était devenu peut-être pas de manière comme ça, nationale, etc., mais c'était devenu un peu une sorte de mythe, une figure voilà, tutélaire de celle que Césaire et Senghor avaient étouffée. Mais pour nous, voilà, la seconde étape, c'était qu'on puisse la lire. Et d'ailleurs, il y a eu un peu des déceptions des déceptions dans le sens dans l'interprétation de voilà, c'était une femme de son temps des années 20 et pas une passionnariat des années 1970, etc. Et c'est aussi intéressant de faire circuler ces textes pour ça, pour aussi retravailler, réinterroger ces figures autrement. Et pas juste de manière anecdotique. Alors, on rentre complètement, enfin, on parle souvent de la question de la bibliodiversité, mais dans ce qui est aussi le fonction d'avoir une diversité éditoriale et des maisons indépendantes pour enfin, faire comprendre aussi aux gens, en citant un peu votre parcours, vous êtes tous dans l'équipe, la maison d'édition, à la fois chercheurs d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'histoire de l'art, dans le domaine de l'histoire, et qu'il y a aussi vous avez
vous deux en tout cas dans l'équipe et Mathieu aussi eu des expériences éditoriales dans d'autres maisons. Mais justement, la création d'un outil comme Rodbo Creek, vous en parlez sur la fonction de pouvoir créer un pont entre une pensée qui se construit dans le champ académique, dans le champ critique, et une accessibilité à un large public à travers la diffusion d'un livre en librairie qui va sortir de sphères uniquement de débats entre spécialistes C'est et ça. Ouais, et d'accès des débats enfin, qui sont pas perméables dans la société, dans le débat public et politique. Et à ce niveau-là, justement, je voulais revenir un peu aussi sur ce que ça veut dire pour une maison d'édition comme Rodbo Creek, avec la ligne qu'elle a dans le contexte contemporain, justement aussi sur des questions de réception. Comment se passe des fois aussi la réception de vos textes avec tout ce qu'on peut aussi entendre et subir en termes de caricature dès qu'on touche à des questions comme la question coloniale. Comment vous, depuis 2021, depuis le lancement de la maison, vous voyez évoluer aussi la réception de vos textes Bon, là-dessus. nous, on a une double vocation, c'est-à-dire que là aussi, en tant que maison d'édition, d'abord, on s'adresse à un public qui est un public intéressé par ces questions-là, d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue théorique. Et il est important pour nous que ce public-là trouve des ressources, effectivement, des outils, comme disait Sarah tout à l'heure, pour construire sa propre réflexion, son propre rapport politique au monde, quoi. Mais par ailleurs, et notamment par le biais de la littérature, on essaie aussi de sortir un peu de cette ornière-là et d'aller chercher d'autres types de publics. La littérature, à cet égard, euh, aide beaucoup à ça. Parce que, bon, les gens n'abordent pas forcément la littérature d'abord avec un cadrage thématique ou politique. Voilà. Ils vont lire un livre de littérature la plupart du temps parce que le libraire ou la libraire leur a dit que c'était intéressant, ou que c'était bien, ou que ça ressemblait à quelque chose qu'ils avaient aimé déjà, etc. Et donc, ils vont pouvoir découvrir autre chose. L'enjeu pour nous, c'est aussi de montrer que cette question-là, la question coloniale, et toutes ses ramifications, ne sont pas des questions sectorielles. C'est pas une question qui concerne un bout de la population ou un rapport très particulier à l'histoire. C'est une question qui infuse l'intégralité de la société. Nous, on le croit véritablement. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on peut se poser sur les relations entre les différentes parties du monde, sur ce qui reste de l'impérialisme, sur les questions de ségrégation dans la population, les assignations identitaires, etc. Tout ceci a été construit par 500 ans d'histoire coloniale. Et sans s'emparer de cette histoire, sans essayer d'en avoir une lecture critique, de comprendre en quoi elle nous construit, nous, en tant par exemple, là, je veux dire, depuis mon point de vue, à moi, en tant que Français blanc de métropole, voilà, comment moi aussi je suis construit par cette histoire-là. Ça concerne pas exclusivement les personnes racisées, ça concerne pas exclusivement les personnes qui vivent dans des territoires encore colonisés ou des territoires qui ont été colonisés jusqu'à peu. Voilà, ça concerne véritablement la fabrication de nos rapports au monde. Et à moins de s'en emparer, on est condamné à être enfermé dans ces carcans-là. Voilà. Et donc, parfois, effectivement, quand on évoque ces thématiques-là, il y a un certain nombre de personnes qui en ont une vision peut-être un peu a priori ou qui sont un peu fermées vis-à-vis de ces questions-là, mais il y a toujours un moyen de ramener les gens vers ces questions. Ouais. Et je pense que ce qui est aussi un travail qui nous tient à cœur, c'est évidemment, on va défendre nos ouvrages dans des librairies à Paris, enfin partout en fait, et dans des espaces voilà, qui aussi dans leur territoire sont engagés aussi à leur manière, mais aussi dans beaucoup de salons qui sont pas nécessaires, de différents salons qui sont ouverts sur d'autres choses. Par exemple, on est allé à un salon du film décolonial, donc qui attire un certain public plutôt lié au cinéma, un salon d'été, etc. Et d'être présent dans des espaces qui ne sont pas nécessairement des espaces où le livre que ce soit même ni une bibliothèque, ni une librairie, c'est aussi l'occasion de rencontrer un public qui s'intéresse à ces questions-là dans un festival quelconque et qui vont avoir accès
à nos ouvrages et à ce qu'on a envie de défendre. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour nous d'aller dans plein d'espaces où aussi euh, tout ce qu'on essaye de défendre peut être discuté et autrement, voilà. Et c'est parce qu'il en existe, il y a plein de choses en France en fait qui se passent et où on nous invite, où on nous invite pas, et c'est important d'être là aussi pour que ça circule et c'est aussi pas s'enfermer dans des espaces uniquement habituels. Je voulais qu'on rentre aussi un peu dans les coulisses voilà, de ce que c'est une maison d'édition indépendante aussi en termes de logistique, en termes de distribution, de diffusion et en termes aussi d'inquiétude par rapport aux évolutions des choses, enfin, de modèle économique, aussi de comment ça se passe. La maison d'édition a été soutenue par le CRL à sa fondation. Là, vous avez un bel accueil dans les réseaux de librairies indépendantes, mais comment ça se passe aussi concrètement avec votre distributeur, avec aussi l'évolution actuellement du secteur, comment vous voyez les choses un peu de ce point de vue-là? Bon, enfin, le monde du livre, c'est différents mondes en fait. Voilà. Donc nous, on a notre pratique d'édition indépendante, elle est absolument adossée, dépendante et nécessairement liée au reste de l'économie du livre indépendant. Aussi bien la diffusion, la distribution que la librairie. Nous travaillons avec un diffuseur extraordinaire Mm. qui diffuse beaucoup de maisons indées de très bonne qualité, dans différents domaines d'ailleurs, que notre diffuseur s'appelle Obo Diffusion, qui travaille lui-même avec un distributeur indépendant qui s'appelle Macassar, qui est par ailleurs également diffuseur. Et nos livres sont principalement présents dans un réseau de librairies indépendantes partout en France et en dehors du territoire français, aussi bien en Belgique, en Suisse, au Québec, À Dakar. dans certains pays d'Afrique francophone, effectivement, au Maroc, au Cameroun, etc. Et, et c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'édition indépendante sans librairie indépendante, il n'y a pas Mm. d'édition indépendante sans diffuseur et distributeur indépendant. Euh, donc aujourd'hui, on voit comme c'est pas simplement deux logiques économiques qui se distinguent l'une de l'autre. Il y a véritablement un conflit, on peut le dire, un affrontement même, entre d'un côté une approche industrielle de l'édition, qui est celle des grands groupes d'édition, et de bien des maisons dont on a l'impression souvent qu'elles sont indépendantes, mais qui ne sont que des marques d'un groupe éditorial. C'est le cas de 70% de l'édition en France, si je ne m'abuse. Et puis donc toute cette scène indépendante extrêmement dynamique. Alors évidemment, ce sont des petites maisons avec des parutions en nombre restreint, quoique dans l'édition indépendante, il y a aussi des différentes échelles, hein. Ça va de maisons qui publient un ou deux livres par an à des maisons qui en publient 20, 30, de maisons dans lesquelles personne n'est salarié, il n'y a que du bénévolat, à des maisons dans lesquelles il y a 10, 15, 20 salariés. Donc 15-20 salariés pour une maison d'édition, ça commence à être carrément sérieux quoi, comme affaire. Voilà, mais qui se distingue évidemment des logiques des groupes, bon, voilà, que je ne vais pas nommer, que vous connaissez, et qui aujourd'hui essayent véritablement de dominer le champ éditorial. Alors, ils le font hein, de différentes manières. D'abord, par exemple, le groupe Hachette, pour parler de lui, il, s'est, euh, il est devenu dominant, pas simplement en rachetant des maisons d'édition à droite et à gauche, mais également du point de vue de la distribution. C'est véritablement sur la question logistique qui sont extrêmement dominants et qui peuvent imposer des logiques éditoriales, en imposant des livres aux libraires, en fait, tout simplement. Hachette, qui par ailleurs fait les pires conditions commerciales de France. C'est le pire. Voilà. Mais ils sont tellement dominants, ils diffusent tellement de choses que les libraires ont bien des difficultés à ne pas travailler avec eux, même si beaucoup de libraires indépendants essaient de limiter au maximum leur interaction avec Hachette. Voilà. Par ailleurs, il y a un aspect
qui est important, c'est que là, dans ces luttes sont en train d'émerger, de se restructurer, alors c'est régulier, hein, c'est toute une histoire de l'édition indépendante en France et de l'industrie du livre en France qui date d'il y a fort longtemps. Le problème d'Hachette, c'est pas juste le problème Bolloré. Bolloré, c'est une, on va dire une puissance supérieure encore du problème. Mais Hachette, c'est un problème depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même avant, en fait. Ça fait longtemps qu'il y a un conflit entre Hachette et puis le reste du champ. Et le problème étant que enfin, une partie du problème étant qu'une grande partie du lectorat est dans l'ignorance, en fait, de ces problématiques-là. Donc, quand les gens, ils achètent le livre de Gaël Faye, par exemple, parce qu'on leur a dit que c'était bien, parce que Gaël Faye, c'est un mec bien, et parce que son livre, il a l'air bien, etc. Les gens, tout ce qu'ils voient, c'est Gaël Faye, c'est son livre, c'est Jacaranda, c'est les thématiques qui sont abordées par son livre. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière Gaël Faye. Ce qu'il y a derrière Gaël Faye, c'est Grasset. Grasset, c'est une maison du groupe Hachette. Donc en fait, c'est de l'argent qui va directement dans la poche de Bolloré, ce qui peut sembler paradoxal. Voilà, parce que Gaël Faye, lui, il est pas sur à cet endroit-là, évidemment. Mais ce sont de véritables questions. Donc il y a une nécessité, je crois, pour aussi les autrices et les auteurs de prendre conscience du fait que l'endroit où ils vont publier leurs livres euh, importe, que les maisons avec lesquelles ils publient importent. Alors souvent, ils se défaussent quand on leur adresse ce genre de questions en disant oui, mais moi j'ai une relation privilégiée avec tel éditeur qui travaille pour telle maison, donc moi je ne vois que ça, et puis la maison, peu importe. Sauf que ça fait partie du problème. Et à un moment où il faut aussi que celles et ceux qui veulent s'inscrire et qui sont conscients de la lutte culturelle dans laquelle on est, une lutte culturelle qui est une lutte politique, soit capable de prendre des positions et de faire des choix importants. Voilà. Aujourd'hui, il y a des maisons indées qui diffusent et qui tirent beaucoup de livres et qui sont capables d'offrir une visibilité à des auteurs importants de manière peut-être pas exactement comparable, mais en tout cas pas très distincte des supposées grandes maisons d'édition. Euh, Il y a une édition qui existe en dehors des prix. Il y a une possibilité de faire vivre des livres en dehors de ces logiques-là. Et il faut aussi que les autrices et les auteurs s'en rendent compte que ça fait partie du problème et qu'en face de nous, c'est pas simplement qu'il y a des gens avec avec lesquels on a des opinions politiques différentes. Voilà. Aujourd'hui, il y a une offensive d'extrême droite dans le champ du livre, voilà, qui est celle qui est portée par Bolloré, mais pas que par Bolloré. C'est pas que Bolloré le problème. Stern, Ouais, le cas Pierre-Edouard Stern, là, avec qui a tenté de faire à Bayard. Et c'est là aussi avec Bayard, on voit qu'il peut avoir une résistance et une et une Mm. réponse à ça, puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, le groupe Bayard avait nommé en directeur un proche de Pierre-Edouard Stern, qui, pour le coup, là où je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais sur Hachette, mais en même temps, petit désaccord, c'est que Hachette, on entendait parler comme la pieuvre Hachette depuis les années 80, etc. Sauf que là, la différence avec Hachette de Bolloré et des offensives là, comme avait été tenté sur Bayard, comme Pierre-Edouard Stern, c'est qu'on n'est même plus dans des logiques économiques, c'est qu'on est dans des logiques de croisade politique. Ils absolument. ont annoncé, ils sont prêts à faire des pertes, ils sont prêts à perdre beaucoup d'argent pour imposer des imaginaires et un récit à travers le champ du livre. Donc on a changé de cadre, on n'est pas juste sur une question économique. Après, ils utilisent l'outil économique, mais il y a quand même eu ce virage-là de ces dernières années qui est d'après plusieurs historiens, pas vu depuis les années 30, hein, sans faire la comparaison facile, mais c'est là pour le coup, c'est dans le champ éditorial ou dans le champ de la presse. Mais après, il y a effectivement des résistances comme possible, comme on l'a vu à Bayard. Donc Bayard, ils ont voulu nommer un proche de Alban de Rosti, un proche de Pierre-Edouard Stern. Et pour ceux qui ne savent pas, Pierre-Edouard Stern, il a fait fortune en vendant les petites boîtes de week-end tout payé, là, etc. Et lui, il a déclenché un plan qui s'appelle le plan Périclès, où il veut dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire gagner l'extrême droite au final aux élections. Lui, il l'a annoncé comme tel, il a Pas écrit officiellement, oui, en effet. et donc là, pour le coup, Bayard, les salariés se sont mis en grève et ont réussi à refuser la nomination de ce proche de Pierre Dorsten, et deux, refuser que Bayard aussi investisse avec Bolloré dans l'école de journalisme de Paris. Donc il y a une Absolument. résistance aussi qui se... C'est ça qui est montré. Et
la responsabilité dont tu parlais, elle est collective aussi, c'est-à-dire que la pression que fait la pression un peu pernicieuse des gens comme Hachette, on parle beaucoup des livraisons forcées, mais c'est pas tant des livraisons forcées que de faire croire à des libraires en difficulté des fois ou en fragilité économique que s'ils n'ont pas ces livres-là, leur librairie sera pas viable et donc d'effacer les livres indépendants qui auront plus de supprimer des places pour les livres de maisons indépendantes, etc. sur table. Et en fait, cette responsabilité collective, elle est effectivement sur certains auteurs et certains auteurs qui réussissent de rester fidèles à ceux qui ont dépensé du temps, de l'énergie, etc. pour les faire connaître et qui, des fois, une fois que c'est rentable, se font abandonner par certains auteurs. Enfin, c'est assez fréquent pour qu'on le cite. Mais de la part des libraires, de prendre le risque de mettre sur table et de présenter aussi, et c'est au maximum des éditeurs indépendants. Et pour le cas où on est avec les bibliothécaires, de pouvoir mettre en contact des lecteurs avec ces livres-là, qui pourront ensuite retrouver dans des librairies indépendantes et découvrir et se familiariser aussi avec un autre type d'édition. Et pour continuer sur ce que tu viens de dire, Antonin, ce sont des choses très très concrètes. C'est-à-dire que le plan de Stern, par exemple, de Sterrin, pardon, je ne sais plus comment il s'appelle, par exemple, il parle dans son projet donc de financer, d'aider au financement, de financer directement ou de racheter 500 librairies en France. Alors, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire 500 librairies en France. Il y a bien des endroits sur le territoire français où l'espace dans lequel les gens peuvent avoir accès à de la pluralité, c'est-à-dire c'est pas la télé, c'est pas le journal qu'ils vont lire, puisque 90% des journaux appartiennent aux mêmes gens, euh, c'est la librairie indépendante du coin ou la bibliothèque. Voilà. Donc si on remplace là aujourd'hui, bon, je sais pas, il y a plusieurs centaines de librairies indépendantes en France, mais si vous en mettez la moitié en faillite et que vous les remplacez par 500 librairies d'extrême droite, là vous transformez véritablement le rapport quotidien des gens à ces questions-là. Voilà. En sachant que les espaces dans lesquels on peut penser la pluralité, la multiplicité des positions possibles sont déjà très limités. Donc ça, c'est l'offensive dans laquelle ils sont. Donc nous, toutes et tous, depuis la maison d'édition jusqu'à la librairie, la bibliothèque, la diffusion, la distribution, les gens qui travaillent dans les entrepôts, qui font les cartons dans les entrepôts de distribution, etc., les représentants des maisons, des diffuseurs, autrices et auteurs, journalistes culturels qui font le relais des informations, tout, nous avons toutes et tous une responsabilité dans cet affrontement-là. Voilà. Et c'est ça je le crois profondément, c'est par la solidarité entre ces différents maillons de la chaîne qu'on peut construire quelque chose qui leur résiste. Voilà. La France, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal aussi parfois à le percevoir, la France c'est un pays dans lequel il y a une forme d'exception dans le domaine du livre. C'est-à-dire qu'on a une scène indépendante qui est très vive, on a beaucoup de livres qui ne sont pas fabriqués par des empires industriels. Et on a beaucoup d'endroits où on peut acheter des livres qui ne sont pas des supermarchés. Bah ça, c'est pas le cas de beaucoup de pays, en fait. Ouais, c'est ça, il y a C'est pas le cas de beaucoup de pays. Et c'est ça qui garantit aussi la vivacité du débat, la vivacité des élaborations littéraires et théoriques dans lesquelles qu'on peut trouver quotidiennement en France. Voilà. Et si on les laisse détruire ça, puisque c'est leur objectif, c'est de le détruire, pour ne plus vendre que leurs camelotes à eux, dans leurs supermarchés à eux, vendus par leurs critiques littéraires à eux, dans leurs journaux à eux et dans leur télé à eux, alors on appauvrit fondamentalement nos possibilités même de penser et de sentir, parce que la littérature nous fait sentir. Voilà. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont fondamentaux. Et chacun et chacune a sa petite place. Nous, on est à un tout petit endroit et on essaye de participer à cette lutte-là collective. Et tout le monde doit prendre sa place là-dedans. Et là, on est en train de parler dans le cadre d'une discussion qui s'inscrit dans la question des mises en réseau de bibliothèques. Les bibliothèques, elles ont un rôle essentiel, central dans cette question-là. Précisément parce que c'est un des seuls endroits où on peut avoir un rapport au livre qui soit en plus pas un rapport commercial.
On n'est pas en train de vendre quelque chose ou d'acheter quelque chose. Voilà. On fait De exister permettre, la les gens peuvent possibilité de se lire. permettre de prendre un livre, de tester, de voir si ça, c'est Ça, quelque chose qui ne serait pas permis, sans avoir ce défi qui est effectivement aussi la réalité économique de beaucoup de gens, fait que c'est la difficulté, les difficultés dans les livres, des gens qui achetaient avant 2 livres, 3 livres, maintenant qui peuvent se permettre plus qu'un. C'est une réalité aussi, mais là justement dans les bibliothèques, de pouvoir se permettre d'ouvrir quelque chose, de l'emprunter, de tester, de voir si ça convient ou pas, sans enjeu économique, sans enjeu économique derrière. Mais ce que je voulais insister, c'est que vraiment qu'il y a effectivement cette offensive, mais qu'il faut être dans l'action aussi, c'est-à-dire que qu'on est on déjà défaire ce discours souvent qui a il y a l'édition indépendante qui est dans toute la culture, qui a la culture indépendante, etc., qui serait une culture subventionnée, et une culture rentable qui serait celle culture des gros groupes. Il faut savoir que la majorité des subventions aussi, par effet de mécanisme et de taille, elle va à ces gros groupes-là, qui sont autant, voire plus subventionnés qu'une partie que de la structure indépendante. Donc déjà, de sortir de ce faux débat. Et ensuite, c'est important, on parlait tout à l'heure des revues, mais il y a aussi ça, a eu cette culture dans les fanzines, etc., d'être une autonomie des moyens de diffusion et de production du savoir. Et que c'est aussi ça, l'édition indépendante sur d'autres échelles, c'est comment créer des structures qui sont indépendantes de ces structures-là pour diffuser et penser de la pensée. Et surtout dans une période où on revient un peu du tout numérique et où aujourd'hui le contenu numérique est plus soumis plutôt qu'à des algorithmes qu'à une vraie recherche. Et que là, le contenu papier a encore cette possibilité de contacter vraiment des gens et de toucher vraiment des personnes par justement le contact de l'objet et de faire transiter ça. Et effectivement, la place, la place de tout le monde, et elle est importante là-dedans, de prendre le risque aussi de présenter des choses où on va dire bah, potentiellement sur les politiques du public, sur le taux d'emprunt, etc. On sera plus faible que si on prend quelque chose que les gens attendent et connaissent déjà parce que les médias en parlent. Mais c'est aussi notre travail et en fait, c'est faisable de le faire. Moi, je prends une expérience de libraire. Il y a une année, sur la fin d'année, la plus grosse vente de la librairie L'Échappée Belle à 7, on avait vendu 120 exemplaires d'un roman aux éditions du Typhon, qui est une toute petite maison d'édition tenue par 2 frères à Marseille, qui fait un travail sur la littérature et qui est diffusé de façon indépendante aussi. Et donc, en fait, c'est faisable. C'est pas, c'est faisable aussi de faire de vraies réussites de librairie et de circulation de textes, des textes de petites maisons d'édition. Et on n'est pas condamné à dire qu'en fait, on n'en prend que quelques-uns pour faire un peu une représentation. Et derrière, ce qui va sortir, ce qui va être emprunté, ce qui va être acheté, c'est les gros livres, c'est des grosses maisons, quoi. Absolument. oui, Ouais. et il me semble en effet que les lectrices et les lecteurs sont très sensibles à ce que va lui dire, je pense, son bibliothécaire ou son libraire, etc. Enfin, et le côté prescripteur d'une ou d'un bibliothécaire et d'un libraire, en fait, ça marche. Les gens, ils arrivent peut-être avec une idée en tête. Mais nous, on a pu constater, même en discutant avec plein de libraires, que très vite, quelqu'un rentre, et puis que ce soit pour un ou autre chose, hein, et que le lecteur ou la lectrice est tout à fait prête à se déplacer. Et je pense qu'il faut aussi avoir confiance dans le public, en fait, voilà, c'est aussi, je pense que ça fait partie aussi de notre travail. Et nous, on le voit dans des salons, quelqu'un qui va arriver vers nous, on va avec, je sais pas quoi, une petite idée, puis ensuite, on va lui parler de notre catalogue et il va s'intéresser à un espace même géographique qu'il n'avait pas, qui n'était pas dans son imaginaire et voilà, et c'est tout à fait réjouissant en fait aussi d'avoir confiance un peu en l'humanité d'une certaine manière, en des gens qui sont capables de se déplacer après c'est un travail quoi et je pense il y a toute une chaîne de gens comme vous les libraires, vous les bibliothécaires, les gens qui ont des lieux comme toi Antonin, nous en tant qu'éditeurs, de se faire confiance en fait en ce qu'on a envie de défendre. Et après c'est pas toujours facile en fonction des lieux, des espaces, des villes aussi, c'est évident, hein, mais voilà, je pense que si on se serre les coudes. Mais après, il faut aussi se rendre compte d'une chose. Enfin, voilà, moi, j'ai été libraire et j'ai travaillé dans une bibliothèque également. Les gens qui vont dans une librairie indé ou dans une bibliothèque sont des gens qui, bien sûr, parfois, ils ont une idée assez claire de ce qu'ils veulent, mais ils sont aussi très ouverts Ouais, au fait d'être dans un endroit qui est un endroit de de- proposition et de ouais. programmation, en fait. Voilà. Et la raison pour laquelle on va aller dans telle librairie
et pas dans tel autre. C'est parce qu'il y a des orientations générales qui nous conviennent, qui ne nous conviennent pas. Le plaisir de la librairie de quartier, c'est que précisément, au bout d'un moment, les libraires, ils vous connaissent, ils savent ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Un jour, on vous a proposé quelque chose et puis ça vous a pas plu, mais ensuite, une autre proposition, oui. Dans les bibliothèques, c'est pareil. La plupart des gens, moi j'ai travaillé dans une bibliothèque spécialisée, et même dans une bibliothèque spécialisée, la plupart des usagers et des usagères, bon, ils voient à peu près ce qu'ils cherchent, mais parfois, ils savent même pas ce qu'il y a dans le fond, en fait, par définition. Et c'est bien le travail que d'aller leur proposer, de les ouvrir des pistes, etc. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut résister au rouleau compresseur. Parce qu'effectivement, quand vous avez tous les médias d'un groupe, ils font ça de manière très, très, très organisée, qui vont tabasser sur un livre, voilà, tous les titres de presse, plus toutes les émissions télé des chaînes du groupe, voilà, vont tous vendre le même bouquin, etc. Euh, les gens, ils sont évidemment influencés par ça, mais il y a des moyens de créer de la contre-influence. Et par ailleurs, par rapport à la question de l'écologie du livre, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, là aussi, il faut se poser les bonnes questions. Ouais, C'est-à-dire que ce sont des groupes qui gagnent de l'argent. Alors, effectivement, il y a une entreprise idéologique au-delà de la question des bénéfices, parce que vous imaginez bien que Bolloré, c'est pas en vendant des romans qui gagnent de l'argent, hein. C'est en contrôlant les ports de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Mais, donc là, c'est une sorte de petit supplément, hein. Mais ces gens tirent des quantités absolument invraisemblables de livres dont souvent des quantités, des proportions énormes vont être détruites, vont être pilonnées. Donc on fabrique des choses qu'on va détruire en permanence. On inonde les librairies d'exemplaires. Donc on pousse les libraires à prendre des quantités astronomiques de livres qu'ils ne peuvent pas stocker ou qu'ils ne savent pas s'ils vont les vendre, etc., etc. Et euh, d'un autre côté, l'édition indépendante, elle, qui a des problèmes évidemment, de financement des projets, qui ne peut pas tirer des quantités astronomiques de livres, etc., travaille d'une manière beaucoup plus responsable, en fait. C'est-à-dire en essayant de saisir la bonne quantité en fonction du réseau de diffusion, en fonction du nombre de livres qui vont être placés, en de fonction travailler avec des imprimeurs ici Pas aussi. détruire le stock. Et de travailler avec des imprimeurs Oui, oui. en France, en fait, aussi. Ah, Enfin, c'est aussi tout un bien sûr, système de, bien Bien sûr, de, sûr. de- de déplacement, de bien sûr. transport, de faire La vivre raison des pour laquelle imprimeries, hein. ta chaîne est capable de sortir un livre d'image de 200, de Voilà, c'est ça. 240 pages tout couleur à 19 euros, c'est parce que il en a fabriqué 1 million d'exemplaires, littéralement 1 million d'exemplaires à Shenzhen, en Chine. Oui. C'est quand même des questions qui se posent. Est-ce qu'on a besoin de déplacer autant de bouquins depuis la Chine alors qu'il y a une imprimerie à À 30, à Tours. 30 km d'ici? Enfin, je veux dire, bon, c'est des questions qui se posent aussi voilà. Donc, Clairement. c'est tout cet Et puis, écosystème qu'il faut prendre en compte. pour Il est... la place justement des bibliothécaires aussi sur ces questions-là, et après on va conclure, c'était aussi que la vie des maisons d'édition indépendantes dépend aussi de la question de la vie de leur fonds éditorial et du fonds du catalogue. Et ce qui était aussi la force des bibliothèques comparées souvent en librairie, c'est pouvoir mettre en avant aussi des choses qui ne sont pas des nouveautés de l'année, sortir de cette question de l'actualité et faire vivre et faire revivre et continuer à faire exister des textes qui ont été publiés il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et de pouvoir justement continuer cette vie-là de fonds de catalogue qui était aussi nécessaire pour la question à la fois de la biodiversité, mais de la vie de l'édition indépendante, que ces catalogues continuent à tourner et à fonctionner. On va bientôt conclure, je crois, parce que c'est l'heure. On n'aura pas le temps d'en parler, mais j'invite les gens à se renseigner auprès d'un collectif qui s'était monté, qui s'appelle Les Désirables. Moi, j'avais participé en tant que libraire. J'ai Crotte-Beaucriquier, Les Désirables, qui est un collectif de maisons d'édition indépendantes et de librairies indépendantes qui essaie justement de travailler sur ces questions-là, de faire vivre des catalogues, de montrer l'importance de la diversité éditoriale et d'un autre regard sur l'édition aussi et qui organise régulièrement aussi des événements, qui organise des événements et qui sont prêts à se déplacer. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance un peu aussi des maisons qui font partie de ce collectif.
de s'il y en a qui vous intéressent, de les contacter. Je sais que certaines maisons sur des bibliothèques associatives, etc., sont prêtes des fois à donner des exemplaires, justement, des choses légèrement abîmées ou des choses comme ça pour faire vivre et circuler leur fonds éditorial. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous avez l'occasion, à aller sur le site internet du collectif et à regarder un peu ce qui s'y fait. Ben, merci en tout cas énormément à Jean-Baptiste Nodi et Sarah Friot-Salgas. Je ne sais pas s'il y a des questions de Oui, la oui, part. il y a une question. Merci beaucoup Antonin pour cet entretien rondement mené. Merci à Jean-Baptiste et Sarah. Donc il y a Nicole Malassagne qui s'interroge des prix littéraires et de l'influence des grands groupes sur l'attribution de ces prix. Donc ça, c'est un peu le principe du prix. Mais- Elle est énorme, elle est énorme parce que les enjeux économiques sont gigantesques. Ouais, Voilà. Donc, un prix Goncourt, je partage. un mauvais prix Goncourt, un qui se vend pas, il se vend à 300 000 exemplaires. Ce qui est faramineux en termes de vente. Et quand ça marche bien, c'est 1 million et plus. Voilà. Donc, évidemment, bah, traditionnellement, ils se le répartissent Feuille et chacun. voilà. Voilà. Donc, c'est un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Et puis l'année d'après, ce sera lui, mais après, ce sera à nouveau moi. Voilà, par ailleurs, ils fabriquent des livres pour le format Goncourt ou je ne sais quoi, ou Interallié ou peu importe, c'est tous les mêmes de toute manière. Mais voilà, donc ils vont chercher des autres. Par exemple, Daoud, là, bon, j'ai pas envie bon, pourquoi pas, je vais dire du mal de Kamel Daoud, pourquoi pas. Vraiment, c'est un livre qui a été vraiment calibré pour ce prix-là, au-delà de toutes les critiques qu'on peut lui adresser. Voilà, c'est un livre qui est pensé comme ça, du point déjà dès le départ, dès le, C'est presque une commande éditoriale, quoi, voilà, parfois. des Des maisons enjeux qui chercher économiques des pour auteurs avoir été pour en leur faire librairie. faire un concours. Enfin voilà, C'est des enjeux économiques qui sont tellement importants pour avoir été en librairie, voir ce que ça veut dire un concours en termes de vente et de production. Enfin, de toute façon, c'est pensé pour que seuls les gros groupes puissent assurer à la fois la promotion Ah, ouais. de ça et derrière la production Ah, et la diffusion d'un tel volume d'exemplaires. Et puis quand il y a des textes qui sont un peu sortis du jeu, comme je me rappelle le texte de Mugarsar, il faut se voir la réception critique qu'il a eue. ouais, C'était pas acceptable qu'un texte de ouais, littérature c'est étrangère, parce que c'est très comme ça qu'il violent. l'avait classé dans certaines librairies, et le Goncourt. Et c'est vrai qu'on voit quand il y a même quand il y a eu ce petit épisode d'erreur dans la programmation classique des Goncourt, on voit la réaction qu'il y a eu quand ça correspond pas au moule aussi voulu normalement. bien sûr. Et puis après, il y a un truc effectivement, là aussi très matériel. C'est demain, vous gagnez le prix Goncourt. C'est un livre que vous avez tiré à, je sais pas, c'est un roman, vous pensez qu'il va très bien marcher, vous l'avez tiré à 5 ou 10 000 exemplaires. Si demain, il a un prix comme le Goncourt, alors, et qu'il faut donc en tirer 300 000 pour, C'est ça. pour la demande, donc qui a 200 ou 250 000 Ah, euros de quand on est à ce trésorerie prix-là, pour les imprimer, ne serait-ce que ça. Donc, Et puis les nous, contacts on les dans a pas, par exemple. les contacts dans l'imprimerie pour pouvoir passer en prioritaire et avoir un tirage à 250 000 qui sort en quelques jours des imprimeurs, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que Ouais. pour pouvoir avoir enfin, les réseaux et les contacts pour pouvoir se faire imprimer 200 000 livres en quelques semaines, c'est aussi quelque chose, quoi. Voilà, donc en fait, donc ces choses-là sont évidemment, après, il y a un autre aspect, c'est qu'évidemment, les membres des jurys sont eux-mêmes des autrices et des auteurs des maisons de ces groupes-là. Donc, je veux dire, tout ceci se tient, voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi réussir. Alors, voilà, il y a, ça existe. On peut pas faire grand-chose contre ça. Ça a un effet d'appel très important. Et les libraires, évidemment, là, surtout en novembre et en décembre, au moment où ils font un tiers de leurs chiffres, ils peuvent pas ne pas vendre le Goncourt. Je veux dire, c'est juste, c'est économiquement, c'est un suicide, quoi. oh. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est le reste du temps, euh, disons, proposer d'autres choses, tout simplement. Ouais, Amener les gens à partir d'une conversation qui va commencer avec le Goncourt et qui va commencer avec ceci ou avec cela, parce que parfois les conversations, c'est ça, c'est ah, bah, celui de l'année dernière, j'avais trouvé pas mal, celui de cette année, voilà. Amener les lectrices et les lecteurs ailleurs, à découvrir d'autres choses, tout simplement. oui, et Et, puis ouais, c'est ça. Et puis c'est ce qu'ils font en général, partir de l'objet ou du thème du concours et dire bah sur ce thème-là, il y a aussi tel auteur, il y a aussi tel. C'est comme ça que ça tout à peut. fait. Et puis, il faut aussi se rendre compte d'une chose, et c'est ça la grande différence aussi entre l'édition indé et l'édition industrielle, c'est que
pour les 300 000 personnes qui vont acheter le Goncourt, combien vont le lire? Ah oui. Non. Non, c'est une vraie question. Enfin, je veux Non, dire, et puis après, moi c'est le petit truc de libraire que j'avais. Je disais souvent qu'autant que le concours, ils l'achètent d'occasion dans 3 jours à, à 5 euros et qu'ils achètent en librairie neuf un livre d'une maison d'édition qui fait vraiment le travail. Parce que c'est aussi ça sur la surproduction, c'est que le lendemain, dans tout le marché de l'occasion, on va avoir la moitié des livres parce que les gens les ont reçus 4 fois pour leur anniversaire, 5 fois pour Noël, parce que nous, le nombre de gens qu'on voyait revenir avec le concours en janvier, on était là assez surpris, ils l'avaient déjà. Mais c'est donc il y a aussi voilà, cette surproduction du livre qui effectivement va de toute façon finir par être partout et accessible en fait au final. Donc autant insister sur d'autres choses dans la prescription et que ça soit dans la consultation ou dans l'achat. Ouais. et puis on voit bien aussi le serpent qui se mord la queue, ou le truc qui est une impasse totale, c'est que précisément le principe d'un prix, c'est de mettre en valeur, de mettre en avant un titre par rapport à un autre. Or, ces prix ne vont qu'aux livres qui sont déjà mis en avant, exception faite de Mougar. Mais je veux dire, là, Forclaz, ça a été très là, violent. c'était Très violent là. Daoud Horrible. Faye, Daoud Faye, Daoud Faye. Toute la rentrée littéraire, dans toute la presse, c'était Daoud Faye, Daoud Faye. Et puis finalement, il y en a un qui a eu le prix machin et puis l'autre qui a eu le prix truc. Voilà. Donc ces prix ne mènent nulle part, ne servent à rien. Les qualités qui sont mises en avant sont très relatives. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est une réalité du monde éditorial. Évidemment, quand on est dans l'édition indépendante, tout ceci est très lointain. Enfin, là, nous, c'est des questions qu'on se pose jamais, on s'en fiche complètement, mais on ne travaille pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on pense les livres, c'est pas comme ça qu'on les produit, on n'a pas du tout, c'est pas du tout les mêmes échelles de production, etc. Mais voilà, je pense que à l'endroit de où les lecteurs et les lectrices sont en contact avec le livre, c'est-à-dire dans les bibliothèques et dans les librairies, c'est important de faire exister aussi tout le reste.